bienveillant, était gentil, il était aimable, accueillant, gentil, il était doux. Et puis les événements de mai 68 qui l'ont tellement heurté, surtout cette histoire de tribunal public dans lequel il avait été accusé à la brasserie la rue des Pyramides. Quand je suis rentré à Pilote, en mars 71, il avait totalement changé, Goscinny. Il était dur, cassant, Ah peu ouais. loquace. Même avec toi, par exemple. Oui, même avec moi. Même avec moi. Alors que, enfin, il était dur et cassant avec tout le monde, hein. Donc, il Et était aigri d'un coup, quoi. je pense qu'il avait très mal digéré cette attaque qui était, à mon sens, assez injuste. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti récemment qui s'appelle La brasserie des copains, d'un gars qui s'appelle Kalesnik, et qui raconte cette histoire de tribunal où Goscinny avait été accusé à travers les témoignages des gens qui y étaient ou qui l'ont vécu. Et c'est très instructif de voir la connerie de certains de nos éminents confrères. D'accord. La bêtise, la... Ça, c'était l'époque où il y avait pratiquement toute la rédaction de Charlie, de l'époque avec Rezer, Cabu, tout ça, qui était toujours dans la rédaction de Pilote, qui avait rejoint Pilote. Oui, après les interdictions des années 60. Oui. Ouais, Et ouais. c'est bien dommage parce que Goscinny, quand on le connaissait, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible et d'épidermique, quoi. Mhm. Et j'imagine que avoir été à la place de l'accusé devant un tribunal de procureur, pour reprendre, pour reprendre les paroles de Macron récemment, ça n'avait pas dû l'arranger, le pauvre homme. Et puis, voilà, c'était comme ça. C'est, voilà. Donc, Goscinny, j'allais le voir, rue du Louvre. Je n'étais pas en culotte courte, mais pas loin. Mais j'avais quoi dans les années 64-65, j'avais 15-16 ans, quoi, à tout Ouais. casser. Enfin, D'accord. il avait vraiment la patience de regarder nos merdes. C'était quand même des merdes. C'était son métier quand même. Mais donc du coup, tous les deux, moi je me souviens d'une rencontre, la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans la rédaction de Pilote. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. Et c'est toi qui étais venu m'adresser la parole pour me parler à une phrase ou deux comme ça, hein. Tu étais venu me parler un petit peu de mon travail. Ça n'a pas duré longtemps, je me rappelle. Bon, voilà, c'est la première fois que je t'ai rencontré. Ah Et ouais. à l'époque, je pensais que tu étais un vieux de la vieille du métier, tu vois, parce que tu avais l'air beaucoup plus direct que moi à l'époque, en tout cas. Enfin, moi, je me percevais comme plus timide que toi au sein de la rédaction. Mais en fait, ne t'y trompe pas, Max. Et là, tu parles d'un très grand timide et qui, comme tous les timides, parce que, en fait, mon caractère serait plutôt réservé. On ne dirait pas comme ça. Mais comme tous les timides, on est capable d'exploits. On est capable Et d'enfoncer des... Hein. bien sûr, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est Et vrai. ouais, mais ça, je confirme. Je confirme. D'accord. De toute façon, on va avoir l'occasion au cours de cet entretien, là, ce soir, de revenir sur ta timidité dans le milieu de la boxe française, par exemple. Oui, justement, à propos. Non, mais ça fait partie aussi. Non, mais attends, c'est un des syndromes de la timidité, c'est de surpasser si j'ai joué au rugby ou fait de la boxe, c'est pas par hasard. C'est pas que je m'y inclinais comment dirais-je, et c'est pas que j'avais envie de faire, c'était pour passer un cap aussi, pour voir et montrer aussi, démontrer que j'étais capable de le faire. C'est voilà, alors que c'est une vraie connerie quoi, d'aller prendre des coups. Parce que le problème du rugby, c'est pas les chocs, c'est les percussions. Encore que quand j'ai commencé à y jouer, c'était en 62, 63, c'est au PUC à la Porte d'Ivry. On apprenait à l'époque que le rugby était un jeu d'évitement.
Maintenant, maintenant c'est plutôt la stratégie de l'autobus. Oui, on est passé à l'inverse total, radicalement inversé, quoi. Et je ne sais pas si tu te souviens des types comme Jean-Michel Prat ou Crost, ou même les Spanghero, mais maintenant, ils ne tiendraient pas 3 minutes quoi, face aux bulldozers musculeux qui existent. Les mecs, maintenant, tu as l'impression qu'ils font 5 mètres cubes, ils te foncent dedans. Mais c'est vrai, ça a beaucoup changé. Mais là, je parle comme un vieux con que je revendique être d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Mais le sport a toujours occupé une grande place dans ma vie, si tu veux savoir. Et tu le sais très Oui, bien. oui, mais non, mais je m'en doute. Et puis de toute façon, ça fait partie d'une de mes questions. Ça me travaille, ça. C'est-à-dire les gens comme toi, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, bon, dans notre métier, il y en a pas mal maintenant, puisque finalement, c'est devenu un phénomène de société aussi de faire un peu de sport, quoi. Voilà. Presque tout le monde fait un peu de sport. C'est recommandé en tout cas. Donc, il y a pas mal de gens dans le métier maintenant, dans la bande dessinée, qui savent que c'est dangereux de garder ses fesses immobiles pendant beaucoup d'heures, tous les jours. Donc, à côté de ça, les gens qui, comme toi, finalement vivent à moitié avec le dessin, avec la passion du dessin, et à moitié avec une vraie passion aussi forte que le dessin, avec leurs moyens physiques, en faisant du sport, ça c'est ton cas, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire un mec qui dessine autant, qui fait autant d'heures de travail de présence, avec une telle qualité, une telle profondeur, une telle acuité dans le métier, et qui dans le même temps devient champion de France de cyclisme dans la section journaliste, tu n'en as pas beaucoup, quoi. Tu en as Non, un, c'est toi. Tu mais, vois. mais- et tu Donc sais, ça, c'est quand même, c'est beaucoup plus euh, questionnant, quoi. mais là Voilà. encore, Déjà, je voulais te demander, comment tu ressens ça? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu le sais d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que tu t'en doutes que tu es comme ça? puisqu'on aborde presque une analyse psychologique, c'est pourquoi je me suis inscrit au championnat de France, puis après les championnats du monde de cyclisme des journalistes. Championnat Simplement, du monde, tu avais fait quatrième, je crois. en 2001, j'ai fait troisième, médaille de bronze Oh, à Luxembourg. Et après, je me suis toujours classé dans les 10-15 premiers régulièrement. Mais tu as comme quelques pointures. Hein. C'est quand même assez oui, dur. oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que quand je disais ma passion, je bossais à l'époque pour Vélo Mag et pour Top Vélo. Et à Vélo Mag, donc le groupe L'équipe, hein, je disais ma passion pour le vélo, vraiment, et pour le sport en général, mais là, je parlais que vélo. Puis, ce que j'avais en retour face à moi, c'était des moqueries. Et je me disais, quand même, qu'est-ce que je pourrais leur faire pour leur démontrer que c'est une vraie passion, quoi. Et donc, j'ai entendu parler du championnat des championnats de journalisme, des championnats par corporation, et je m'y suis inscrit. C'est aussi bête que ça. Tu vois. Bon, ils s'en foutent. D'ailleurs, il y a mon maillot de champion de France, c'est là. Regarde. Tu le vois là? Wow. Ouais. Voilà. Ça Voilà. le fait, ça le fait. Eh ben oui, ben, c'est- Bravo, bravo. on a les petites joies qu'on peut. Et, mais c'est comme pour le dessin. Quand tu parlais de mes études d'ajustage. Pourquoi? Parce que moi, dès l'enfance, dès très jeune, je lisais JG. Quand tu as pris ça dans la gueule à 8 ans, tu n'es pas indemne. Quoi. Et pour peu que tu aies un peu le goût du dessin, tu dis, ah, bah, c'est ça que je veux faire. Et après, il y a eu Derzo, tout ça. Mais alors, je disais, moi, je veux faire du dessin. Et dans les années 50-60, dire ça, c'était presque une injure, un gros mot. Oui, oui. Et c'est là où j'ai eu le sentiment pour la première fois de ma vie de faire confiance à des gens qui ont trahi. Je disais ça aux instits et j'entendais après en classe, oui, certains voudraient faire du dessin, tu vois, avec une espèce d'arrogance méprisante, de hauteur un peu insultante. Et là, je me Oui. suis rendu compte que
c'est pas des gens de confiance. Ça, c'est le premier point. Le second point, comme tu le sais, mes parents ne savaient ni lire ni écrire. Et quand il s'est agi de faire, de s'orienter après le certificat d'études, on leur a, les instituts ou des gens, des sachants, leur ont conseillé, bah, il veut faire du dessin, mais qu'il fasse du dessin industriel. Moi, dans le dessin industriel, on savait que le mot dessin. Et en fait, le dessin industriel, qui est quand même une très belle technique, une très belle discipline, mais qui ne me correspondait pas, le dessin industriel sous-entend qu'il faut que tu maîtrises la mécanique, l'usinage, l'ajustage. Et donc, j'ai appris, on m'a foutu dans un collège d'enseignement technique où je faisais 8 heures par jour. Et comme je n'étais pas très discipliné, je faisais 6 jours sur 7. Donc, tu calcules, c'était 48 heures par semaine. Mais j'ai appris à me servir d'un tour, d'un étolimeur, d'une fraiseuse, ça, mais toutes choses qui ne me servent pas, quoi. Et donc, vers 16 ans, par là, ils m'ont foutu dehors. Et donc, il fallait bosser. Pour mes parents, il était inconcevable qu'on reste à la maison pour dessiner. Enfin, ils ne pouvaient pas comprendre ça. C'était normal. Ils ne connaissaient rien. Et donc, j'ai été apprenti dessinateur. Je dis bien apprenti dessinateur chez un architecte. Autrement dit, je balayais les ateliers. Ouais. Et donc, comme j'étais à Paris, j'avais montré mes dessins dans les rédactions du machin. Et c'est comme ça qu'en 1967, j'ai illustré la Brute de Guy Descartes. Et j'espère que personne ne retrouvera la publication. Là, je fais un collapse. Ça, c'est un scoop, alors. Oui, mais tu sais que tu as dû le vivre aussi. En dédicace, tu as toujours un mec qui t'amène un truc que tu n'auras jamais aimé voir, quoi. Ah, j'ai trouvé ça de vous, c'est formidable. Vous avez fait ça en 1901. Et toi, tu es là en disant, putain, qu'est-ce qui m'amène, le gars? Et j'espère que jamais il y aura un gars qui trouvera ça. Et donc, je ne te dis pas le nom du journal, qui est un journal régional, heureusement, parce que j'avais fait ce que j'avais pu, mais c'était le premier travail pour lequel j'étais payé. Donc, j'avais 18 ans. D'accord. Voilà, tout, Max. Alors, écoute, est-ce que... Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Combien je vous dois, docteur? Alors, attends. Donc, pour ramasser un petit peu tout ce que tu viens de dire, parce que finalement, c'est une sorte de petit développement de la première question que j'avais, mais peut-être qu'on pourrait préciser quelque chose là-dessus, parce que ce serait intéressant socialement d'en parler, en tout cas, quoi, du point de vue sociétal. Ma première question, je la lis parce qu'à l'âge que j'ai besoin d'avoir des références bien solides, comme ça, devant mes lunettes. Voilà, moi j'avais formulé ma question de cette façon. Personnellement, je n'ai jamais eu à fréquenter les salles d'attente de Pôle emploi, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu dire que le métier d'artiste de bande dessinée y était référencé. Je n'ai jamais entendu non plus aucun parent conseiller à ses enfants de se construire un avenir en tant qu'artiste de bande dessinée. Oui. Ça, c'est un fait, c'est avéré. Ça n'existe pas. Des parents qui disent à leurs enfants, ce serait super, ma fille, mon fils, que tu fasses artiste de bande dessinée, ça n'existe pas. Je veux bien me tirer une balle dans la tête si ça existe. Non, mais... Non, ce sont des faits avérés. Et je n'ai jamais non plus entendu aucun politique, aucun ministre qui s'apprête à y reconnaître un problème. Oui, hein? Ah oui, du moins qu'on puisse dire, oui. Pas non plus, quoi. Voilà. Alors donc, ce que je voulais te demander, Alexandre, cette forme administrative d'ostracisme banalisé, qu'est-ce que ça implique pour toi? Quelle est la raison de cette mise à l'écart? Quand et pourquoi as-tu choisi cette vie en marge? Alors écoute, là je vais te répondre en te racontant une partie de ma vie, après, juste à l'entrée à pilote, où je me suis très vite aperçu que je n'étais pas au niveau. Parce qu'il y avait des pointures comme Giraud, comme Reiser, comme Shakir, toute l'équipe de pilotes. Et ma chance, ça a été
de découvrir le dessin de presse et l'illustration. Donc, toutes les semaines, moi, j'allais porter mon dossier dans des magazines qui me commandaient des dessins et qui m'ont permis d'apprendre mon métier. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir fait ça parce que non seulement j'ai appris mon métier, j'ai appris à aborder pas mal de styles, pas mal de genres de dessins, mais en plus, si j'ai une retraite, c'est grâce à eux qui ont cotisé. Parce qu'à l'époque, ça passait par le syndicat national des dessinateurs de presse, avec Pas du Roger Garel. Non, non, oui, ça j'étais au syndicat oui, des dessinateurs de presse avec Tu le faisais GOF. partie du syndicat, oui. Oui, 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 parce que ça me paraissait normal d'avoir ces espèces de carte de travail. Être syndiqué, c'est avoir une carte de travail. Mais surtout en travaillant pour des grands magazines comme l'Expansion, comme pour Nouvelle Économie, non seulement ils me payaient très bien, un dessin dans les années 70, début des années 80, ça m'était payé entre 5 000 et 8 000 francs. Ouais. Ah ouais. Quand on dit ça maintenant, j'en ai tombe. Et j'avais le statut de cadre, journaliste, et il cotisait. Donc j'ai ma carte de journaliste depuis 40 ans. Quoi. Et là étant officiellement à la retraite, j'espère que je n'aurai pas à prendre réellement ma retraite parce que sinon je suis mort. J'ai une carte de journaliste honoraire, puisque j'ai dépassé Donc 30 tu l'as ans. toujours, oui. Je l'ai toujours, ta carte. oui, je l'ai toujours. Et pour te répondre, une chose à ce que tu disais, on n'imagine pas des parents conseillant à leurs enfants de devenir artistes de bande dessinée, mais quand même, je te rappelle que nous, quand on a eu 20 ans, c'était presque honteux de dire qu'on faisait ce métier, mais que maintenant, c'est le dernier chic d'inviter un auteur de bande dessinée à un repas de famille, hein, ou un repas chez le sous-préfet, ou chez... il suffit d'écouter les interviews de certains imposteurs qui pullulent à la télévision et qui triomphent dans l'édition. Je parle d'imposteurs, hein, je ne parle pas de véritables artistes qui en général bossent chez eux pour réaliser que ces types-là sont maintenant hissés au niveau d'artistes, presque d'artistes contemporains et artistes d'académie. Hein. Oui, mais je te coupe juste une seconde là pour faire une petite réflexion là-dessus. C'est-à-dire que cette espèce de mouvance qui va vers la bande dessinée, d'émissions, de médias qui s'intéressent en apparence de plus en plus à la bande dessinée, c'est vrai, on en entend de plus en plus parler à la radio, à la télévision, par écrit aussi. Sauf que j'ai remarqué une chose qui, moi, me chiffonne un peu, c'est que la plupart de ces gens qui semblent s'intéresser de plus en plus près à notre métier, lorsqu'ils parlent ils ne disent jamais, lorsqu'ils parlent de notre métier, ils ne parlent presque jamais de notre métier sous la dénomination de bande dessinée. Ils appellent ça la BD. Ouais. Et ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui sonne un peu faux par rapport à leur soi-disant intérêt qu'ils auraient subitement pour notre métier. Parce que finalement, je me dis, on n'a jamais entendu dans une émission littéraire un présentateur parler de Flaubert et autres en disant le dernier bouquin de Flaubert. Tu vois, on ne dit pas le bouquin de Flaubert. Bon, nous, c'est comme si on disait ça finalement. On fait de la BD. Donc il y a quelque chose qui ne va pas très bien là-dedans, dans l'appréhension que les médias ont de ce soi-disant engouement pour notre métier. Voilà, c'est tout, je ferme la parenthèse. Mais là-dessus, je te répondrai une chose à titre personnel, c'est quelle que soit la dénomination, qu'on me dise que les bouquins qu'on sort, c'est de la BD ou de la bande dessinée, à la limite, ça ne me gêne pas tant qu'on en parle et tant qu'on les met. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que les fameux imposteurs dont je parlais tout à l'heure semblent être la seule BD, la seule manière de dessiner, de la bande dessinée, dont on parle à la radio ou dans les médias. Et ce qui me gêne par-dessus tout, c'est qu'on puisse assimiler toute la bande dessinée à certains
certains qui dessinent, je ne dis pas dessinateurs, mais certains qui dessinent à la 6-4-2 et qui font et refont des choses qui ont été faites il y a 40, 50, 60 ans, bien mieux. Il y en a un dont je peux citer le nom, c'est Jules, par exemple. Je m'excuse, mais les pierres à feu, ça a 60 ans. Ça a existé bien avant lui. Et ce parallèle, cette espèce de vision de la société actuelle au travers des hommes préhistoriques, ça a déjà été fait. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est cette manière amphigorique de présenter son travail m'horripile au plus haut point. C'est comme s'il confisquait le métier à son seul profit, sans réaliser que d'abord, nous, on aime le beau dessin et que le beau dessin existe. Et que le beau dessin raconte au moins aussi bien, sinon mieux, que ce qu'il fait. Seulement, c'est toujours ce genre de personnage qui passe dans les médias parce qu'il s'exprime bien, il sait se vendre et apparemment, il est bien distribué. Ça, c'est... En fait, oui, en même temps, et je te coupe aussi encore une fois, là, Alexandre, je me souviens t'avoir entendu dire lors d'une de nos discussions sur ce thème-là que tout n'était certainement pas jeté dans les nouveaux auteurs, garçons et filles de la bande, qui font de la bande dessinée. C'est-à-dire que même dans ce que... Lorsqu'on parle de beau dessin, le champ est large de ce qui est beau dans le dessin. On est d'accord là-dessus, tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire, par exemple, pour spécifier un petit peu mieux, pour resserrer mon propos, ce qu'on appelle le dessin minimaliste, par exemple, qui a beaucoup, qui est de plus en plus répandu. Hein, on est d'accord, le dessin minimal. Bon, dans ce qu'on appelle le dessin minimaliste, il y a des petits chefs-d'œuvre aussi. On est d'accord. Pour moi, des gens comme François Avril, par exemple, même Petit Roulet, tu vois, quelques noms comme ça, il y en a d'autres. Ça, pour moi, ce sont de vrais chefs-d'œuvre de l'art. C'est du dessin minimaliste. C'est pas à eux que je pense. Et oui, non, mais ça, il faut le préciser quand même. Hein. C'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué que chez les critiques, personnellement, il y a une sorte de glissement comme ça, par méconnaissance de ce qu'est un graphisme, finalement. Enfin, là, on peut comprendre qu'il y a une méconnaissance à partir du moment où ils confondent l'esprit avec la qualité intrinsèque. Tu vois? Voilà. Pour revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, moi j'ai toujours défendu le travail, par exemple, d'un type comme Tronchet, qui a été capable de s'inventer une grammaire graphique pour raconter des choses. Et c'est en ça que je trouve que certains petits jeunes sont géniaux. Seulement, il ne faudrait pas que ça occulte les années de travail de véritables artistes comme Moebius, comme Franquin, comme tant d'autres, qui, eux, ont poussé très loin l'étude du dessin pour arriver à exprimer ou à raconter une histoire. Dessiner ou raconter Silex and the City à la 6-4-2 en reprenant quelques tics graphiques, c'est très facile, mais ça n'est pas que ça. Silex and the City, on pourrait le faire en dessin bien mieux abouti, bien mieux. Imagine par exemple un Franquin dessinant Silex and the City. Ça prendrait une dimension extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que réduire la bande dessinée à un dessin minimaliste qui n'est pas le résultat d'un gros travail d'étude et de réflexion sur le dessin, réduire la bande dessinée à ça, ça m'ennuie beaucoup. C'est ça que je veux dire. J'empêche personne de le faire. J'empêche personne de me limiter dans ses moyens techniques de raconter une histoire avec sa petite grammaire qu'il aura picorée ici ou là. Mais je ne veux pas que ça cache le véritable travail de certains artistes qui sont des gens qui bossent du matin au soir pour arriver à trouver le trait, l'épure, la composition. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que quand tu vois le travail d'un Christian Rossi, par exemple, ou le travail d'un certain Cabane, c'est un petit mec qui est vers Bordeaux, là, tu sais. Je ne connais pas bien. C'est inintéressant, t'inquiète pas. Quand je vois le travail, et surtout que ce travail est le résultat d'années de travail,
je ne peux pas le laisser noyer sous un flot pas de trucage, mais de petites recettes. Le dessin, c'est pas facile. C'est comme la musique. Quand Vladimir Horowitz faisait un concert, on a l'impression que ses doigts couraient sur le piano. Mais ce mec-là, à 80 ans, il faisait ses 6 heures de gamme par jour, juste pour Oui, avoir les doigts déliés. Bon, oui, oui, c'est vrai. tu vois, c'est Mais ça. enfin, Mon propos, c'est pas de dire que les Tronchet ou les Jules n'ont pas droit de citer. Mon propos, c'est de dire qu'il n'y a pas que ça qui définit la bande dessinée. oui, oui, c'est vrai. Bande dessinée. Mais enfin, en même temps, Alexandre, il faut reconnaître que cette appréhension que tu as, tout ce que tu es en train de dire sur cet état d'esprit qui régnerait à l'heure actuelle, je pense que tu dois faire référence à la manière dont les médias parlent de notre métier en ce moment, et de plus en plus, les prix qui sont décernés, tout ça, de plus en plus allant de plus en plus vers ce type de travail, en apparence, comme tu le dis, sans véritable fondement de travail derrière, tout ça. Moi, je doute personnellement qu'il n'y ait pas ce fondement de travail derrière. Pour la bonne raison que ça me rappelle quand même des époques comme il y a eu à l'époque du surréalisme, les dadaïstes, tu vois, ainsi de suite. C'est très proche de ça, finalement, ce qu'on voit à l'œuvre à l'heure actuelle. Tu vois, des gens comme Trondheim et autres, ce sont des gens qui, à mon sens, dans la bande dessinée, pourraient être référencés comme des dadaïstes. Mmh. Tu vois? Je peux pas. Donc, on ne peut pas ne pas considérer qu'il n'est pas une fibre artistique derrière, quoi. Quand tu parles de petits roulés précédemment, ou moi je pense à François Avril, il y a une véritable recherche de la sobriété. Ces gens-là vont à l'épure, mais c'est leur épure. C'est qu'en amont, il y a un énorme travail qui aboutit sur un trait, mais le bon trait. Moi, je parlais, non pas pour les fustiger, mais juste pour les signaler, de ces gens qui pensent, parce qu'ils ont fait des études universitaires, que le dessin, c'est facile et que moi aussi, monsieur, je peux faire autant. Puis je mets deux, trois conneries. C'est pas ça. Un type comme, parlons par exemple de JG, par exemple, qui est presque à l'origine de la bande dessinée européenne, c'est un type qui avait fait des études d'art très poussées et qui continuait. Bon, lui, il préférait quand même la peinture à la bande dessinée et le dessin à la bande dessinée. Mais il continuait à en faire avec ses qualités. Il a défriché un chemin énorme. Quand tu vois le travail d'un Moebius, bon, il s'est cogné des années de Blueberry, mais ça a abouti sur une création d'une grammaire graphique qui est assez exceptionnelle, quoi. Ce que je veux dire, c'est que où on aborde ce métier comme un pis-aller, où on l'aborde vraiment en essayant de se positionner, non pas comme artiste, mais dans la démarche d'un artiste, et on s'en donne les moyens. Et les moyens, c'est un travail acharné, un travail de tous les jours. Voilà, c'est comme ça. Mais je ne veux pas paraître plus sévère que je le suis. Hein. Je ne condamne personne et je pense que chacun a sa place puisque y a un public qui lit et qui apprécie ces BD. Moi, je parle simplement du dessin en général. Et tout à l'heure, je disais beau dessin, c'est pas destiné à dire qu'il faudrait faire que du joli dessin, mais simplement un dessin qui se tient. Je pense à des gens comme Alex Todd, par exemple, qui réunissaient les deux, qui réunissaient une virtuosité, une connaissance incroyable du dessin, et en même temps savaient cadrer, disposer les scènes qu'ils avaient à raconter pour une efficacité maximum. Et quand on regarde un dessin d'Alex Todd, il n'y a rien, il y a juste un trait, mais c'est le bon trait. Et ce bon trait ne peut être obtenu que par un énorme travail en amont et aussi une énorme intelligence. Parce que je pense qu'on ne devient pas Alex Todd ou Franquin ou, en étant un imbécile, quoi. Voilà. Tu es toujours là, Max, parce que je ne vois plus ta tête.
Oui, il s'est déconnecté, je ne sais pas de quelle manière. Il va revenir. C'était arrivé la dernière fois. Hein. Tout à fait. Max, reviens. Il est libre, Max. Non. Allez, Vincent, prends le relais, 2 minutes, le temps que Max se reconnecte. Ben, je vais prendre le relais en disant que, à écouter ce qui vient d'être dit, je sens comme quelque chose qui relève du paradoxe par rapport à la déclaration péremptoire concernant le terme de créateur. Parce que, si j'ai bien compris, c'est quand même tout à fait de création artistique qu'il s'agit. C'est-à-dire justement de ne pas utiliser des trucs et des recettes, mais de faire un travail en profondeur pour arriver à une sorte de manifestation nouvelle dans l'expression de la bande dessinée, donc ce que j'appelle pour ma part de la création, parce que bien évidemment, quand j'entends création, je ne pense absolument pas à Dieu, auquel j'adresse mes adieux, mais je pense aux yeux de ceux qui dessinent, aux oreilles de ceux qui écoutent et qui nous font écouter, et aux yeux et à l'intelligence de ceux qui lisent. Et voilà. Ah, mais Max est revenu. Il revient, il revient. Aux côtés de Marie. Ça déconne sévère hein, depuis quelques jours. Bon alors, qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'étais pas là? Du mal de toi. Bon, alors je ne sais plus du coup où vous en êtes, moi, mais... Je ne sais pas, on peut reprendre, t'inquiète pas, on va reprendre. Alors, attends, j'aimerais bien aussi quand même qu'on parle de toi, de ta façon de travailler et tout ça, tu vois, et non pas que de ta façon de voir le paysage de la bande dessinée. Donc, alors, j'avais une question, si ça ne vous dérange pas, à moins que ce soit vraiment un problème, que j'intervienne d'une manière un petit peu hachée dans ce que vous disiez. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de ton style, parce qu'en fait, c'est le mot qui est le plus souvent prononcé lorsqu'on veut parler d'une façon d'être comme d'une façon de faire. Alors, pour définir ton style, personnellement, je dirais quelque chose comme une sorte de virtuosité du sensible. Ce qui peut paraître paradoxal, il me semble. Alors, en guise d'exemple, j'ajoute une précision. Parfois, il m'a semblé remarquer que dans la même image d'une de tes pages, tu dessines, par exemple, la façon dont un corps pèse sur le sol, et le rendu nous apparaîtra plus vrai que nature. C'est-à-dire, on a l'impression que non seulement le personnage pèse, mais qu'il pèse des tonnes, quoi. Tu vois, il est vraiment amarré au sol, ce qui est rare dans le dessin, dans la représentation dessinée, d'avoir ce genre de sentiment lorsqu'on regarde un dessin. Et puis dans l'image d'après, subitement, ce même dessin de corps paraîtra plus flottant, plus aérien, et le trait qui représente cette scène, bizarrement, subit lui aussi ses propres variations. C'est-à-dire, au départ du geste, ton trait aura l'air jeté, un peu comme un coup de fouet. Ça, c'est ce qui définit souvent ton trait. On a l'impression que tu donnes des coups de fouet lorsque tu places tes traits. Et parfois, sans chercher à imiter le vrai en même temps, hein, tu balances tes trucs, quoi, tu jettes tes traits. Et puis, ce même trait va terminer sa course en donnant une illusion maîtrisée de la vérité avec une exactitude qui contredit le début du geste. Ça, c'est très curieux, c'est très rare de voir ça chez un dessinateur. Alors, dans certaines de tes œuvres, cette modulation du trait qu'on trouve dans le trait, elle est fréquente, comme pour montrer que tu n'es pas dupe de ta propre virtuosité. C'est-à-dire, on a l'impression que tu es quelqu'un
qui a, de par le travail, la somme de travail dont tu parlais tout à l'heure, qui t'est chère, qui atteint une virtuosité telle que tu es constamment, en même temps, en train de la déconstruire lorsque tu fais, lorsque tu la mets en œuvre, cette virtuosité, tu vois. C'est-à-dire, c'est un truc de fou, quoi, pour moi. Je ne sais pas si tu saisis bien ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu peux dire de ce que je ressens pour toi? Il y a un élément supplémentaire qu'il faut ajouter à ce que tu viens de dire, c'est le doute permanent, Max. Le doute. Le doute. Le doute qui amène donc l'analyse de ce que tu dessines sur le moment, que tu le gommes, que tu le refais, que tu le changes, que tu changes carrément l'image pour trouver un autre plan. D'abord, contrairement à ce que je peux donner à penser, je n'ai rien d'un virtuose. Moi, tu sais, j'ai appris à dessiner tout seul, parce que c'est comme ça. Puisque je t'ai raconté qu'une fois, j'avais été, je devais avoir 15 ou 16 ans, à l'école de la rue Madame, en disant, voilà, je voudrais apprendre à dessiner. Et l'espèce de folle m'a dit, mais vous n'y pensez pas, il faut d'abord déjà savoir dessiner pour entrer dans cette école, pour te dire si j'étais naïf à l'époque. Donc, j'ai appris tout seul. Mais la chance que j'ai eue, juste pour terminer sur ce point-là, c'est que j'ai eu l'immense chance de croiser des grands professionnels. Des gens comme toi, comme Moebius, comme enfin, tous les gens qu'on a croisés à Pilote ou ailleurs. Et ces gens-là, à leur contact, tu apprends plus que dans une école. Ça. Maintenant, la virtuosité, c'est un mot que je déteste parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que le geste qui compte. Il n'y a plus le fond. Tu vois, d'ailleurs, paradoxalement, on est tous virtuoses, chacun dans son... Ça, il y a quelqu'un qui bouge là. Ah, ouais. Ah ouais, voilà. On est tous, chacun à sa mesure, chacun dans son genre, chacun dans son style, des virtuoses, parce qu'on finit par taper souvent sur le même clou technique, souvent sur le même clou, sur la même manière de faire. Il y a des choses qu'on sait mieux faire que d'autres, donc on évite de faire les choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, je dis qu'un dessinateur doit savoir tout dessiner, et quand il ne sait pas, il apprend. Voilà. Max, tu es toujours là ou ça y est, tu es parti? Oui, oui, ça y est, je suis revenu, oui. Tu es revenu? J'ai du mal, hein. Ouais, c'est... Vas-y, continue. Oui, tu sais, juste une petite parenthèse, encore une fois. J'avais préparé un petit dossier avec pas mal de tes dessins et de tes planches. Hélas, je me rends compte que pour pouvoir suivre le Zoom, j'ai été obligé d'aller dans la session de Marie. Et du coup, je ne l'ai plus, ce dossier. Toi, est-ce que de temps en temps, tu pourrais montrer quelques-unes de tes planches tout en discutant dessus? Écoute, là, ben, j'en ai terminé une. La voilà. Par exemple, ça c'est pour ta dernière bande dessinée, là? Et c'est pour les deux passantes? Oui, les deux passantes. Et ça, c'est une image qui sera retravaillée à la couleur. Tu le vois là? Qui sera retravaillée à la couleur et qui sera introduite dans le noir et blanc, là. Tu vois? Est-ce que tu peux les approcher, Oui, bien les approcher de la caméra? Quand j'essaie de le voir. Ce que tu vois là. Oui, très bien, oui. Tu vois? Et là, ouais, tu vois. Oui, là, c'est bien. Est-ce que tu vois là? Oui, oui, oui. Ouais. Alors, donc, explique ce que c'est que ce travail. Eh bien, c'est la fin du tome 2. Tu as le principe, enfin le principe, pas le principe, l'histoire des deux passantes, ces deux filles qui n'auraient jamais dû se croiser et qui se rencontrent dans une nuit à Paris pendant l'occupation. Il y en a une qui est magicienne et qui est juive, donc poursuivie par les Allemands, et l'autre qui est une espèce de gentille cruche qui est allée en prison pour ne pas dénoncer son Jules. Donc, c'est deux univers totalement différents qui se croisent en une nuit dans Paris. Et à la fin de la première partie,
Anna, qui est juive, a réussi à partir avec un passeur, et c'est Arlette, la cruche, qui se fait arrêter à sa place. Et donc là, elle rentre des camps, donc amaigrie, les cheveux rasés, et elle essaie elle a été trahie de partout. Son Jules s'est mis d'abord à commencer à collaborer avec les Allemands, s'est mis en ménage avec une espèce de grognasse collaboratrice dans une espèce d'hôtel particulier fréquenté par les troupes d'occupation. Bref, c'est tout ce que la génération de nos parents a connu. Et donc là, elle rentre des camps et elle va chercher ce qu'elle croyait être sa valise qu'elle avait abandonnée avant d'être arrêtée, qu'elle avait laissée dans un café. Et en fait, la valise qu'elle avait cru être la sienne, c'est celle de Anna. Et donc, elle va l'ouvrir et voir tous les instruments de travail d'Anna, qui sont des instruments de magie, parce qu'elle faisait des spectacles de magie. Et elle va retrouver Anna donnant un spectacle sur les grands boulevards. Et ça, je ne l'ai pas encore dessiné, mais c'est mon travail de la semaine prochaine. Voilà. Et donc, c'est un scénario de Patrice Lecomte. Oui, c'est ça. C'est un scénario de Patrice Lecomte, qui était dessinateur à Pilote avant. Oui, voilà. Bon, j'ai d'ailleurs, je crois, quelques originaux ici. Pas là, mais c'est là. Ça, c'est des originaux de Patrice Lecomte. Vas-y, fais un rapproche. Voilà. Je pense que pas beaucoup de gens connaissaient ce travail de Patrice Lecomte avant qu'il soit cinéaste. Et voilà, donc j'en ai 8 là, de pages. Et c'était. Alors voilà. Il t'a offert des originaux. Oui, parce que je lui ai fait des dessins. Puis, par gentillesse, hein, ce n'était pas un échange, mais j'avais fait des dessins pour une de ses filles et pour une de ses petites filles qui ont chacune des animaux, donc je lui ai dessiné les animaux. Et par gentillesse, il m'a offert des planches. D'ailleurs, je suis très content parce que. Alors voilà, par exemple, l'exemple typique d'un type qui ne sait pas dessiner et qui a trouvé sa propre grammaire, qui l'a inventée. Parce que les récits qui publiait dans Pilote et se tenait vachement bien du point de vue narratif. Mais il s'arrangeait pour dessiner comme il pouvait, quoi. Oui. Attends, parce que... Tu peux les remontrer. Attends, tu peux les remontrer mieux. Attends, je vais te montrer autre chose. D'accord. Attends, parce que là... On te fait confiance. Parce que là, voilà. Voilà un des maîtres, selon moi, de la mise en scène, c'est Mézières. Est-ce que tu vois là... Oui, je suis bien d'accord. C'est-à-dire, Mézières, c'est le dessinateur de Valérian, la série Valérian avec Christin, qui est assez connu. Celui qui sait le mieux mettre en scène et inventer des animaux qui ont été pillés d'ailleurs par Hollywood pour la guerre des étoiles. Hein. Ça Mézières, il me l'avait offert parce qu'on est potes, donc voilà, je lui avais donné une planche, il m'a offert celle-là. Ensuite, là, une des plus belles pages de Uderzo. Tu les vois là? Il est parti, Max. Max, reviens. C'est bon. Quand tu présentes les planches, c'est parfait. Tu parles en même temps et c'est toi qui apparais à l'écran, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais j'aurais bien voulu que Max les voit. Et donc ça, c'est... Il les a vus. Attends. Vas-y. Voilà, impeccable. Vas-y. Voilà. Et ça, c'est une planche de Uderzo qui m'a offert un jour, alors que je ne lui avais rien demandé. Hein. Et c'est une des belles planches de Tanguy la Verdure. Et il m'en a offert une autre. C'est celle-là. Voilà, dis que tu es
Hey, t'es revenu? Oui. Oui, mais je suis sur l'iPhone, là. Ah, d'accord. Je suis sur l'iPhone. Montrer les planches du Derzo, là. Ah oui. Tu les vois, là? Oui, oui. D'accord. Très bien. Il faudrait que tu les mettes plus tangentes. Écoute, dis-moi, tangente, c'est-à-dire bien pareil, est-ce que tu les vois, là? Là, Plus perpendiculaire, plus perpendiculaire à la caméra. Voilà, rapproche un peu. Là, est-ce que tu vois, là? Oui. C'est un petit peu, c'est trop penché vers toi. Penche-la devant toi. Comme Voilà, ça? voilà. Ça, c'est une des plus belles planches de Uderzo. Et Alors, moi, je n'ai rien demandé. Hein. Et c'est là, quoi ça? Tanguy la Verdure. D'accord. Et je n'avais rien demandé. Hein. Oui. Offert gentiment. Et là, C'est derrière. Uderzo. Uderzo, oui. Waouh. Et deux dessins de Milton Caniff qui m'a offert, comme ça, parce qu'il m'aimait bien. D'accord. Voilà. Attends, Extraordinaire. non, mais c'est. Attends, j'ai peut-être d'autres trucs à te montrer. Attends. Et voilà. Celles-là, je les aime bien. Est-ce que tu vois là, Max? Est-ce que tu vois là? Oui, ça y est, ouais. Tanguy la verdure de nouveau. Les parodies Ça du aussi, film. c'est Uderzo aussi, ça? Oh, ça, c'est moi, ça. C'est C'est toi, d'accord. la parodie du film, tu sais, le dernier film qui était une vraie merde. Et donc, j'en ai fait une parodie pour Fuite glaciale. Tu vois ça? D'accord. Donc, il faut dire aussi, il faut rappeler à tout le monde que tu étais un des meilleurs copains du Derzo. Hein. Meilleur copain, je sais pas, mais c'est quelqu'un que j'aimais profondément et qui on était devenus très amis. Et tu sais pourquoi? C'est très. Quand j'ai fait mon Tanguy à la Verdure en 88, j'avais dédié l'album à JG et à Uderzo. Et ça l'avait touché. Il nous avait invités au restaurant avec Charlier. Et c'est donc en 88. Et c'est de cette époque-là qu'on est devenus amis. D'accord. Et avec Uderzo, j'étais comme un enfant. Quoi. Quand j'étais gamin, qu'on me demandait, je vais être Uderzo. Uderzo donnait autant j'avais de l'admiration pour Franquin, autant je sentais que le travail d'Uderzo était à ma portée. Non pas que je minore le travail d'Uderzo, je me disais, mais ce type-là, il a une manière de faire à laquelle je pourrais peut-être arriver. C'est très. Et puis, je sais pas. Et puis, le personnage était exactement comme on peut se l'imaginer. Tu sais, Anaïda racontait dans un livre d'entretien qu'il a eu avec une journaliste appelée Sophie Lejeune, dans un bouquin, il racontait sa rencontre avec Simon, pour qui il avait une immense admiration, et il raconte surtout sa déception. Le personnage n'était pas du tout ce qu'il pensait. Uderzo, c'est tout le contraire. Il était exactement comme je pouvais me l'imaginer. C'était quelqu'un de talentueux, bien sûr, mais de gentil, de bienveillant et un peu timide. C'est quelqu'un de réservé. Et il a ramené jamais, quoi, alors qu'il aurait pu. Quand on a vendu pratiquement 400 millions d'albums, je trouve. Et alors, ce qui est bien, c'est que j'ai. D'accord. Et pourtant, lui, il a subi aussi le contre-coup de mai 68, Uderzo. Hein. Il a été mis. Tous les dessinateurs, les auteurs de l'époque, toute la jeunesse, on va dire, hein, dont nous faisions partie, nous n'avons pas participé à ça parce que nous étions peut-être fraîchement arrivés dans Pilote, mais tous les autres ont totalement ostracisé cette arrière-garde, on peut dire, à l'époque. Donc Uderzo, je ne sais pas, il n'a pas dû très bien le prendre non plus. Il avait été extrêmement blessé par certains propos qui étaient tenus à son endroit. Je sais que ça, il me l'a raconté plusieurs fois.
je ne sais pas qui a dit Uderzo ne connaît pas. Tu vois. Alors ça, je sais que ça l'avait. Il me l'a répété plusieurs fois, donc je pense que ça l'avait vraiment blessé. Oui, certainement, oui. Quelqu'un qui veut poser une question. Ah, d'accord. Alors, il y a un intervenant. J'écoute. Alex, si tu souhaites intervenir, vas-y. C'est un autre Alexandre. J'ai eu peur. Je vais intervenir là. Alex, vas-y. Alexandre Boissirès. On t'écoute. Et on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas, oui, effectivement. Là, vous m'entendez? Là, oui, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est. Oui, c'est parce que j'avais une prise de branché qu'il ne fallait pas. Non, ben, je voulais juste intervenir pour savoir si le sujet allait déboucher un petit peu sur de la politique ou si on allait rester ancré dans le thème du dessin d'un point de vue purement technique. Voilà, c'était juste ça ma question. La question s'adressait à moi. Je ne sais pas à qui il faut s'adresser, du coup, qui c'est qui anime Oui, non, ça s'adresse à toi, Alexandre. Oui. Bon, eh ben, oui. Par exemple, on peut tout de suite partir sur les albums que tu as commis avec le privé, le grec, le flic, pardon, le flic, le grec, et puis AD Grand Rivière. Tu pourrais parler de ces deux séries qui sont totalement dirigées vers le politique. Oui, qui sont. Parce que j'ai toujours considéré que si on doit parler du monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on se meut, prendre un flic comme héros, c'est pas idiot et c'est un excellent outil parce qu'un flic peut aller partout. Il peut interroger qui il veut, il peut, sur une simple commission rogatoire, arrêter quelqu'un, faire une perquisition. Enfin, c'est celui qui se balade le mieux dans la société actuelle. Et prendre un flic comme héros, ce qu'a fait très bien Manchette, enfin, il n'y a pas que des flics chez Manchette, mais ça permet de décrire la société. Le héros devient, le flic devient témoin de son temps. J'avais commencé à Des Grands Rivières. À l'origine, c'était moi. Puis, j'avais fait la connaissance de Laurent Frédéric-Bollet et je lui ai dit, écoute, si tu veux, on pourrait le faire à deux, tu pourrais t'ingérer dans le scénario, voilà ce que je voudrais faire, je voudrais faire une bande dessinée sociétale. Et Laurent Frédéric-Bollet, qui n'a malheureusement aucune envie de parler ni de politique ni de sujets sociétaux, a quand même pas mal merdé l'affaire, et je le regrette parce que Adhérent Rivière, c'était le paradigme de la description du flic, du héros que j'ai fait auparavant. Le grec, c'est différent. Il y a un vrai bovarisme entre ce héros et son auteur. Malheureusement, chez Glénat, ils attendaient que je fasse le énième Largo Winch. Et puis ça s'est très mal vendu. Et puis voilà, j'ai eu de bonnes critiques, mais ce sera quand même quelque chose que je reprendrai un de ces jours. Est-ce que tu peux parler un petit peu de Des Grands Rivières, par exemple, le thème? Et c'est un commissaire de police qui se trouve être noir, un Antillais ou un Africain ou un descendant d'Africain. Et c'est un type qui n'est pas un dilettante, mais qui est de plus pétri de morale républicaine et qui s'attaque à des causes qui sont plus ou moins politiques, puisqu'il affronte le tout national total, c'est-à-dire le sigle d'un parti d'extrême droite, où on reconnaîtra facilement le Front National, et pas le Front National des combattants, hein, le Front National
enfin le Rassemblement national maintenant. Et donc, il est pris dans des histoires de municipalités qui sombrent dans l'extrémisme de droite. Enfin, je pense que c'est un héros qui aurait pu, enfin, qui a été apprécié par les lecteurs, mais qui n'était pas assez nombreux, malheureusement. Mais j'ai bien aimé. Mais ce que je regrette, c'est que Laurent Frédéric Bollée n'ait pas saisi, ou n'ait pas pu saisir ce qu'on aurait pu en faire de ce héros. Bon, voilà. Enfin, c'est un commissaire principal quand même. Tu n'as pas pu prendre la main dessus tout seul. Ben, malheureusement, chez Casterman, c'est Louis Delas qui est venu me trouver un jour en disant on arrête. Donc, moi tout seul. Et puis, Laurent, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Je l'ai très mal vécu à l'époque. Il a écrit une lettre chez Casterman à Louis Delas disant qu'il ne voulait plus continuer, que ça ne l'intéressait plus. Puis surtout, il avait d'autres envies. Mais je pense qu'il aurait pu s'abstenir d'écrire cette lettre. D'accord. Tu peux nous parler du grec maintenant ? Le grec, c'est le pendant à des Grands-Rivières, sauf que c'était un flic d'origine grecque, comme je le suis. Et donc, toutes les caractéristiques qu'il y avait dans À des Grands-Rivières auraient été chez ce personnage, avec en plus ce que Henri Verneuil a appelé le son des cloches des villages engloutis, des clochers engloutis, c'est-à-dire que ses origines grecques et plus précisément anatoliennes rejailliraient sur son comportement, sur cette espèce de rigueur de pensée qu'il pouvait avoir et sur la compréhension du monde qu'il pouvait témoigner dans ses enquêtes. Et là, pareil, j'ai voulu aborder des sujets qui, à ma connaissance, n'étaient pas très abordés en bande dessinée, entre autres le trafic de produits dopants sur lesquels les commentaires sont quand même assez hypocrites, alors qu'on sait que c'est une industrie qui est quasi parallèle à l'activité sportive. Ça, j'en ai parlé dans le tome 2, qui s'appelle Ligne de dope, qui est plus en vente, malheureusement. Et j'avais d'autres sujets que je voulais traiter, des sujets très, très politiques, justement. Mais pas la cuisine habituelle dont on parle à la télévision en survolant le sujet, mais vraiment aller au fond du problème, presque taper dans l'aspect humain qui conduit à ces comportements. Par exemple, tel homme politique ne s'exprime pas comme il s'exprime par hasard. C'est parce qu'il y a un background, derrière lui, il y a eu sa vie, ses études, ce qu'il est, d'où il sort, de quel milieu il vient, enfin, tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Mais je n'ai pas renoncé. J'ai pas renoncé. J'ai des scénarios qui sont prêts. Mais ce qui est malheureux, c'est que à l'heure actuelle, tous les éditeurs, enfin pas tous, mais la majorité des éditeurs à qui on s'adresse ne réagissent pas comme pouvaient réagir Charlier ou Goscinny ou Vidal. C'est souvent des décisions collégiales qui, quelquefois, me dépassent un peu, quoi. D'accord. Nous, les Grecs, qui avaient leurs qualités et leurs défauts, mais ils avaient surtout une qualité professionnelle, c'est qu'ils savaient de quoi on parlait. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai présenté des sujets pour ces BD-là, et il m'a fallu pratiquement remonter aux pyramides pour expliquer de quoi il s'agissait. Ah oui, c'est... Enfin, bref. D'accord. Et Dominique, tu n'avais pas une question ? J'entends pas, là. Bouge pas. Dominique,
J'ai activé mon micro. Oui, non, juste une petite question, par exemple. Comment, vous, les dessinateurs, là, vous vivez un peu le confinement? Est-ce que vous êtes indemnisé à 75% de votre rémunération? Bon, ceci étant, je voudrais juste poser une question. Quelle est la différence, en fait, de se retrouver comme travailleur, entre guillemets, indépendant, c'est-à-dire vous produisez une œuvre et puis vous la proposez à un éditeur, et puis le travail que vous faisiez auparavant, plus jeune peut-être, lorsque vous travailliez dans un collectif, dans une revue, par exemple, comme Pilote ou comme d'autres. C'est quand même effectivement un positionnement d'auteur qui est un petit peu différent, non? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est pas tout à fait la même chose, non? Vas-y, Alexandre. D'abord, le confinement ne change pas nos conditions de travail puisque on est généralement enfermé dans notre bureau et on travaille. Sur le statut, ça m'est difficile d'en parler comme d'un auteur puisque pendant pratiquement 40 ans, j'ai eu le statut de journaliste. Donc, j'étais salarié à la Caisse des cadres et tout. Et la bande dessinée, même si elle occupait mes pensées, n'occupait pas la majorité de mon temps. S'agissant des indemnités, non, ça, je ne sais pas. Travaillant indépendant, le statut des auteurs de bande dessinée aujourd'hui est le même que ceux des écrivains, c'est-à-dire que c'est un statut qui est un peu volatile. Et par exemple, il y a une réflexion que je peux vous raconter qui m'a été faite par un éditeur à qui je disais, mais ça, c'est pas assez payé. Ah oui, mais écoute, et il me répond, ce que tu peux faire, c'est aller demander une bourse au CNL ou je sais pas quoi. Et je dis, mais attends, moi, je travaille, je ne vais pas mendier quelque chose. Mon travail qui va te profiter, c'est à toi de le payer et après à toi de le diffuser. C'est un peu trop facile de conseiller à un auteur d'aller lui-même chercher la rémunération que toi, tu ne lui donnes pas. Voilà ce genre de choses. Et je vois des gamins qui ont 20, 25, 30 ans s'embarquer dans cette profession sans penser que d'abord, un, le temps passe vite, deux, ne pas avoir un statut social précis, bien dans un vrai périmètre comme nous, on l'a eu, ça peut poser des problèmes à terme. L'autre point, c'est le troisième point, c'est nous, on a eu la chance aussi de publier dans des journaux. Et les journaux, mine de rien, d'abord, ça a établi un rythme de travail, parce que chaque semaine, il fallait amener des planches, ou tous les jours, tous les mois. Deux, ça permettait d'avoir un statut officiel de collaborateur à un organisme de presse, et donc de revendiquer la carte de presse. Et ça nous assurait quand même, je parle de ça, c'est vraiment la préhistoire quand je raconte ça à des gamins maintenant, ça permettait d'avoir un réel statut social, avoir la sécu, pouvoir se soigner, pouvoir éventuellement bénéficier de 13e mois, de congés payés, choses comme ça aussi. Hein. Ça, je ne l'oublie pas. Toutes choses que quand on les raconte maintenant, ça paraît presque revenir de la planète Mars. Et puis, le quatrième point, c'est que quand on a commencé, Max et moi, il n'y avait pas autant d'auteurs, parce qu'il y a quand même un snobisme qui est dans la société ou dans le monde, c'est de dire ah, la bande dessinée, être auteur de bande dessinée, c'est quand même c'est très chic. Ben non, c'est pas très chic, c'est un travail. À notre époque, on était très peu et je crois que les éditeurs se battaient les flancs pour trouver de bons auteurs. Voilà ce que j'ai à dire. Mais je ne vois plus Max. Il est où, Max? Il est là, Max. Je suis là, je t'écoute. Il y a un autre Alexandre qui veut reprendre la parole. Vas-y, Alexandre. Boissiérès. Mais allume ton micro, hein, Alex. Il a levé la main. Il a du mal à s'activer. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. Oui. C'est tout noir. Oui, alors moi, je ne sais pas si j'avais bien compris, en fait, si j'ai bien lu, il me semblait que vous étiez dessinateur aussi pour la presse. Donc, oui. Le Figaro, Libération, je ne sais pas exactement. Et donc, j'aurais bien voulu avoir un article à la mort d'Uderzo, parce qu'il me l'avait demandé.
Et j'ai fait 2-3 dessins pour le Figaro à propos d'Astérix, mais c'est tout. Hein. Franchement, Ah, d'accord. Ah, je pensais que. tasse de thé le Figaro. Hein. Il y a Zemmour qui fait des éditoriaux. C'est pas. Non. Non, non, mais en revanche, j'ai travaillé pour les tas Le Monde, il y a 40 ans, je travaillais pour Libération, j'ai fait quelques couvertures, dont la fameuse couverture du pape, le pape qui faisait sa tournée en 87 dans le Lyonnais. J'ai travaillé, en gros, on a recensé, j'ai travaillé pour plus d'une centaine de magazines ou de journaux. Les magazines, ça peut être aussi bien des petits magazines départementaux que, que de la grande presse, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour là-dessus, justement? Est-ce qu'il y a des conditions préalables ou il y a carte blanche pour dessiner? Alors, je vais répondre en deux parties. La première, c'est simple, c'est que moi, à chaque fois quand j'étais à Paris, donc c'est il y a 40 ans, chaque fois que j'allais livrer un dessin, je prenais toujours un rendez-vous ou deux avec des rédactions pour aller montrer mon travail et obtenir d'autres commandes. Parce que j'ai eu très tôt de très larges charges familiales. Le deuxième point, ce que ça conditionne, c'est que on vous engage sur ce que vous faites, et, sur ce qu'on a vu de vous, et à vous de proposer une autre manière de faire, un autre style, en disant voilà ce que je peux faire pour vous. Ce qui fait qu'on parcourt tout le spectre du dessin de presse. Ça peut aller du graffiti vite fait jusqu'au dessin technique d'aviation que j'ai pu faire aussi pour des magazines comme on s'appelait enfin un magazine d'aviation où j'ai fait des planches d'avion, mais tout à fait précises avec le moindre boulon et tout. Donc le spectre est très large de l'illustration. Ce que je veux dire, et pour en terminer, c'est que et je le répète, un dessinateur doit savoir tout dessiner. Quand il ne sait pas, il apprend et il se documente. Mais ça permet aussi à des tas de styles de s'exprimer. Quand on passe d'une une où il y a une caricature à un dessin plus réaliste, ça oblige à une gymnastique qui est extrêmement riche d'enseignements. Voilà. Puis le dessin, c'est du dessin. Je veux dire que quand vous faites un dessin comique, c'est un dessin comique, mais quand vous faites un dessin réaliste, c'est le niveau au-dessus du dessin comique, mais avec quelques notions plus rigoureuses pour respecter les proportions, les perspectives. Mais ça n'est que du dessin. C'est du dessin. Point final. Mais tout à l'heure, Max parlait des dessinateurs minimalistes. Il y en a un en ce moment qui s'appelle Ravard, je crois. Il fait penser beaucoup à Sampé, mais à Sampé en couleur, Je suis là. Ça n'a pas coupé, là, c'est bon? Oui. Oui, tu es là, tu es là. Ça me dépasse un peu parce que de temps en temps, sur l'écran, il y a un petit élément de la mosaïque qui s'en va. Il dit, tiens, il est parti. Non, mais parce que je suis bavard, mais quelquefois, il faut me reprendre. Hein. Si je m'éloigne hors du sujet, il faut me reprendre, hein, Max. Hein. Vas-y. Hein, excusez-moi, pour essayer de préciser ma question, parce que quand on écrit, par exemple, pour un journal comme Le Monde, il y a une orientation politique derrière ce journal. C'est pas, voilà, on va dire que c'est pas l'extrême gauche, quoi, hein, qui est animé par la proposition de ce journal. Donc, je voulais savoir justement s'il y avait des restrictions aussi, parce que je ne sais pas quelle est votre orientation politique, mais bon, là, on est sur Espace Marx, on est plutôt orienté à gauche. Oui, légèrement. Oui, légèrement. Et c'est vrai que moi, je me demande toujours comment ça se passe, parce que c'est vrai que nous, on voit les dessins qui sont orientés politiquement, et on se demande si c'est le dessinateur lui-même qui, lui, a cette orientation-là, ou est-ce qu'il a une autre orientation, éventuellement, il fait ça en se disant « c'est mon boulot, je fais ce qu'on me demande de faire », en gros. En fait, c'est un peu ça ma question. Là, je vais répondre. Jacques Faisan faisait vraiment ce qu'il pensait. Quant à Plantu, dans Le Monde,
il fait où on lui dit de faire quand même, parce que les conférences de rédaction du Monde, c'est d'abord debout, et Plantu a amené quelques idées, on lui disait non, faut que tu fasses ça et ça. Bon, Plantu, personnellement, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais pour répondre plus précisément, quand Le Monde me commandait des illustrations, à l'époque, dans les années 70, il y avait, c'était pas Le Monde magazine, mais c'était quelque chose, c'était une partie plus magazine. Donc j'ai pu, par exemple, illustrer un article sur Mazarin. Et là, il n'y avait pas d'orientation politique à faire transpirer dans Le Monde. Vous voyez, c'était, je ne me souviens plus exactement quel article, mais je me souviens bien que le sujet, c'était Mazarin et les effets de la corruption qui lui étaient propres sur, sur son action, quoi. Et donc, j'ai illustré, j'ai fait un beau portrait de Mazarin avec des objets derrière, et ça illustrait parfaitement l'article. Je veux dire, c'est que du dessin politique, moi j'en ai fait, enfin politique, disons plus orienté, moi j'en ai fait en 77, début 78, dans un magazine du PC qui s'appelait Révolution. D'ailleurs, le numéro 1, la couverture numéro 1, c'était un très beau portrait de Georges Marchais. Là, c'était beaucoup plus orienté. Donc, je faisais plus un dessin plutôt léger et j'essayais d'être drôle, mais quelquefois, c'était pas facile d'être drôle parce qu'on avait des réactions du genre oh, c'est qu'est-ce que c'est rigolo ça, c'est rigolo. Alors, vous le passez. Ben non, on ne peut pas passer ça, écoute. C'était comme ça. Ça, c'était quand même. Mais bon, c'était pas du dessin aussi chiadé qu'une BD. C'était du dessin, comment dirais-je, à la Wolinski, quoi. C'était avec un minimum. Mais je pense que je développais une qualité que j'ai toujours eue, c'est d'arriver à faire des dessins à peu près vivants, quoi. Voilà. Mais du dessin poétique, c'est marrant parce que je suis peut-être trop dessinateur pour arriver à faire un bon dessin politique. Moi, j'avoue que ce que faisait Wolinski, regretter Wolinski, était et drôle et politique. Ça, d'ailleurs, j'ai toujours considéré Wolinski comme un meilleur écrivain que dessinateur. Et pourtant, au début d'Harakiri, il s'appliquait à faire des dessins chiadés avec beaucoup d'encre et tout. Mais vraiment, la grande révélation de Wolinski, c'était après 68, où il s'est libéré, il a fait des dessins légers. Et voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai essayé en tout cas. Ah bah t'es là, Max, je te vois. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir là ou poser une question à Alexandre? Mais je ne suis pas le sujet. On pourrait poser des questions à Max aussi. Hein. Ouais, non, mais non, c'est pas moi, je suis passé déjà. Non, la soirée, elle est destinée à ton travail quand même. Comment il est devenu le grand coloriste qu'il est? Ça, j'aurais bien quand même qu'un jour. Attends, moi je voudrais revenir sur le. Il me semble qu'on n'a pas vraiment. Parce que j'allais dire on va quitter le politique, mais ça va le rester quand même finalement. C'est cette espèce de personnage à deux têtes que tu représentes pour moi, c'est-à-dire ce sportif avec beaucoup de moyens, confronté à la vie d'ascète et de moine de notre métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire on peut rester les fesses sur une chaise 10 heures dans une journée, ce qui me paraît antinomique avec un gaillard comme toi qui est assez explosif physiquement. Alors, je me demandais ce que ça donnait dans toute une vie, parce que quand même, déjà, j'espère que tu auras encore d'autres vies à ajouter à cette première vie, mais pour le moment, tu as déjà pas mal vécu. Et comment est-ce que tu as fait pour tenir comme ça cette espèce comment dire, j'allais dire de schizophrénie, mais ça n'est pas loin, quoi. C'est très curieux. Comment est-ce que tu te ressens dans cette contradiction-là? Mais c'est pas une contradiction.
je pense que pour exercer notre métier, notre activité, Max, il faut être en bonne santé. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus il travaille, mieux il est irrigué, et mieux il travaille. Et plus tu le fais travailler, et plus il est apte à travailler. C'est comme un muscle, hein. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour rester en bonne santé, il faut se donner les moyens de rester en bonne santé. Donc, pas trop boire, de temps en temps, quand même un petit peu, parce qu'on n'est pas des moines non plus. Manger des produits de bonne qualité, bien cuisinés. Ça, je dois reconnaître que Mme Koutlis, qui emploie tous les jours, ça sent la cuisine dans toute la maison. Faire du sport, c'est... Mais le sport, c'est pas juste s'agiter, hein. Qu'est-ce qui définit le sport? Le sport est défini, à mon sens, par le geste. Le geste le plus parfait. Et ça se travaille à l'entraînement. Et en le travaillant à l'entraînement, eh bien, on favorise cette espèce de sérénité qu'il nous faut pour rester 10 heures par jour le cul sur une chaise à dessiner des Mickey. C'est bête. Et puis, quand on est en bonne santé, on est plus apte à récupérer pour être en forme dans une journée de travail. Enfin, je sais pas. Moi, j'imagine pas la vie sans bouger. Franchement. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais non, mais plus grande de ma vie. Mais en même temps, on pourrait prolonger sur l'aspect politique du sport actuel, par exemple. C'est-à-dire, comme tu es un vrai... Je me souviens de discussions que tu avais eues avec moi, ou même d'envois de mails que tu m'avais fait, de photos de Armstrong, le fameux cycliste qui a vraiment décrié et la chronique cycliste, et de quelle manière. C'est-à-dire qu'il a, à un moment donné failli mettre à bas tout le sport cycliste, ce mec, hein, avec ses mensonges, quoi, on va dire. Alors que finalement, je me souviens avoir eu le sentiment que tu étais quand même tellement admiratif de l'athlète, on va dire, et de ce qu'il avait fait, que tu avais du mal à le... Il m'a semblé en tout cas, tu me diras si je me trompe, tu avais du mal à l'agoniser, quoi. Oui, alors je vais te répondre. Donc là, il y a un aspect politique un peu quand même en même temps, alors que toi-même, politiquement, tu es assez critique. Tu es quelqu'un qui a la critique politique, sociale, tout ça, qui te vient facilement en tête. Donc, j'étais un petit peu interloqué par ta manière finalement, c'est très humain et c'est rassurant aussi, au bout du compte, que de sentir que ta sensibilité d'être humain avait du mal à s'accommoder avec les deux pôles, quoi. Ton sens très critique, politique, encore une fois, et un personnage un grand nom du sport qui avait été quelqu'un d'important pour toi. Écoute, je vais te répondre très précisément sur le cas Armstrong, mais je dériverai sur d'autres cas. Puisqu'on parle de vélo, ce que j'avais ce que j'avais remarqué et observé chez Armstrong, c'est qu'il avait tout compris du professionnalisme. Parce que le professionnalisme dans le sport, ça existe. Deuxièmement, à l'époque où on en avait parlé, j'avais admiré qu'il réhabilitait la moulinette. C'est-à-dire que ne pas emmener des braquets démesurés et tourner les jambes. Seulement, il y a une autre explication à ça, c'est qu'on soupçonne, et si les 7 Tours de France lui ont été enlevés, c'est parce qu'on a la conviction, mais pas les preuves malheureusement qui ont disparu, que Armstrong aurait été l'un des premiers à utiliser un moteur dans son vélo. Oui. Et le moteur que fabriquait l'ingénieur Stefano Vargas exigeait de mouliner des jambes très rapidement, chose que faisait Armstrong. Donc, oui. Je me suis trompé sur Armstrong. Troisièmement, Armstrong, malgré tout ce que je viens de dire, a été un vrai professionnel. Il avait compris le système. Il avait repéré que la plus grande course du monde, c'était le Tour de France, qu'il fallait le gagner. Il avait tout mis de son côté, c'est-à-dire les entraînements, parce qu'il faut quand même tourner les jambes, la diététique,
les processus d'entraînement, c'est-à-dire les stages, comment on dit, oh merde, je ne me souviens plus le mot ne me vient pas, les charges d'entraînement, voilà, et aussi le dopage. Parce que pour tourner les jambes comme il arrivait à les tourner, il fallait aussi prendre quelques produits méphytiques. Oui. Ce qui m'amène sur un autre plan, c'est que on condamne tel ou tel sportif qui a été pris, mais il ne faut pas oublier que ces gars-là sont surtout des sujets d'élite, que s'ils prennent le dopage, c'est pour pouvoir produire un spectacle qui va amener des sponsors, de la publicité aux chaînes qui les diffusent, qui va amener du public, qui regardera les chaînes, donc il faudra augmenter le prix de la publicité. Oui. Et de temps en temps, on en sacrifie un, hypocritement, en disant oh, celui-là, oh là là, regardez-le, c'est un salaud, il a triché. Ben non, c'est pas vrai, c'est le système qui veut ça. Et un système, on a un système, enfin, je ne peux pas employer de grands mots, mais climatique, et donc le fric amène à l'exigence d'un spectacle, le spectacle qui amène à la nécessité d'être performant et tout ce qui s'ensuit. Je finirai en disant une chose à propos de Armstrong. Tout ce qu'il a pu faire, courir comme un mafieux, menacer d'autres cyclistes, c'était insupportable. Mais ce que je lui pardonnerai jamais, si un jour il l'avoue, c'est d'avoir mis un moteur dans son vélo. Parce que la dope, on peut le comprendre. C'est un des sports les plus cruels qui soit. Je ne dis pas difficile, je dis cruel, parlant de vélo. Et donc, je comprends parfaitement que des types et puis, de temps en temps, soulager leur douleur, récupérer mieux en prenant un petit peu de produits. Mais avoir mis un moteur dans le vélo, c'est vraiment casser mon jouet, quoi. Moi, je peux dire une chose, j'ai fait quand même quelques courses, et les moments, quand on passait le galibier là, à la marmotte, un mec m'aurait tendu une pilule en me disant écoute, prends ça, t'auras moins mal au cul, moins mal aux jambes, je l'aurais prise tout de suite, quoi. Franchement. Mais mettre un moteur, je sais pas, c'est dégénérer le sport, quoi, dégénérer la discipline. J'ai toujours soutenu que l'essence même du sport, c'est le geste parfait, que ce soit en tennis, en rugby, en football. C'est là qu'on peut faire le pont avec le dessin, d'ailleurs. Oui. Oui, sûrement, oui. On peut, effectivement. Alors, pour te répondre plus généralement, pourquoi est-ce que je continue à faire du sport? Eh bien, pour une simple raison, que si on m'obligeait à ne plus faire de sport, mais tu me retrouverais à la une de François, rubrique fait divers, hein, parce que quand même. Mais alors, tu vois, voilà, moi la petite réflexion qui me vient là, c'est que finalement, je ne dis pas que c'est vraiment le cas, mais en tout cas, ton discours m'apparaît comme si tu étais quelqu'un qui était beaucoup plus trahi par le manquement à la beauté du geste, on va dire, hein, par le fait de ce petit moteur dont tu parles chez Armstrong, plutôt que par son espèce de politique de maîtrise économique de son propre sport, poussé comme un des avatars du néolibéralisme. Tu comprends? Oui, mais ça, mais donc moi, ça, finalement, tu en es très conscient, tu le sais très bien puisque tu viens d'en parler. Mais finalement, à la limite, tu serais prêt à passer l'éponge là-dessus justement, si son geste était resté non entaché, quoi. Alors, écoute bien, Max. Je ne supportais pas sa manière de courir, de verrouiller les courses. Je ne supportais pas sa manière de menacer un gars comme Simeoni, par exemple. Le coureur, tu sais, à un moment donné, Simeoni fait une échappée, tu as Armstrong qui vient derrière lui, il met la main sur l'épaule, disant je t'interdis de faire l'échappée. Ça, c'était ma main dans la gueule direct. Hein. S'il me l'avait fait à moi, mais seulement je n'ai pas sur le tour. Ça,
c'était insupportable, cette manière de courir, cette manière de gérer ses équipes, ce style mafieux de gérer les courses. Mais oui, bien sûr, oui. C'était une sorte de parrain, quoi. C'est le parrain. Quand il fait ce geste-là, tu sais, à l'arrivée du Tour de France, ça, c'est un geste mafieux. Oui, c'est un geste d'affranchi, quoi. Ça, je ne lui pardonnerai pas. Mais Bernard Hinault, par exemple, qui n'était pas exempt de reproches, il est capable de foutre son poing sur la gueule à un gars, et pourtant, ça restait un grand champion, même si il marchait à l'éphédrine, tu vois. Mais casser le jouet, casser l'art cycliste en mettant un petit moteur, ça, c'est insupportable. C'est pas possible. Tu vois, on peut comprendre, sans cautionner la politique sportive et d'équipe d'un mec comme Armstrong, ou d'autres d'ailleurs. On peut le comprendre sans le cautionner. Mais admettre ou supporter qu'on puisse ajouter un moteur à son vélo, non, c'est pas possible. Est-ce que tu te souviens d'Armstrong montant l'Alpe d'Huez et rattrapant Laurent Roux? Laurent Roux avait fait une échappée de presque 200 km et il pensait gagner l'étape à l'Alpe d'Huez. C'était en, je sais pas, ça va être 2002, 2003. Enfin, non, c'était dans les années Armstrong. Et tu as Armstrong qui arrive sur lui comme une bombe, qui lui met un main sur l'épaule et qui le laisse sur place. Laurent Roux, il ne s'en est jamais remis. Il ne s'en est jamais remis. Et ça c'est de la vraie triche. C'est Laurent Roux qui devait être autant défoncé, autant chargé que tous les autres coureurs du peloton. Mais lui, au moins, il pédalait. Tu vois, voilà. Il n'avait pas le moteur, quoi. Il n'avait pas de moteur. Et bien sûr, on ne pourra jamais prouver qu'il avait un moteur, Armstrong. On en a la conviction, mais on n'en a pas la preuve. En être convaincu, ça veut dire des preuves. Oui, je vois bien la différence. Il avait fallu supprimer ou enlever le titre de vainqueur du Tour de France à tous les cyclistes qui l'ont gagné pour cause de dopage. Je veux dire, tu n'aurais plus personne. Mais dans tous les autres sports. Écoute, j'ai eu la chance, parce que j'avais fait des dessins pour la Caisse d'épargne, d'être invité au championnat du monde d'athlétisme en 2003 ou 2002 ou 2003 au Grand Stade de France. Et j'étais juste à la finale des 100 mètres. Et je voyais les coureurs de 100 mètres. Mais ils étaient sur-bodybuildés. Quand tu les vois à 10 mètres, et quand tu vois le départ, tu te dis, mais si ce mec me bouscule à cette vitesse-là, il me pulvérise. Arrêtez. Hein. Pardon ? Non, Marie me dit qu'il va falloir s'arrêter bientôt. Vas-y. Et ces types-là forcent l'admiration. C'est les mecs qui font le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais alors, à quel prix, quoi? Le mari de Marion Jones, il a été pris, il a été contrôlé avec 1000 fois la dose d'anabolisant. 1000 fois la dose dans le corps. Enfin, c'est devenu les jeux du cirque, mais sans les lions, quoi. Ouais. Mais là, on pourrait faire le lien avec un de tes derniers bouquins sur le cyclisme, justement, avec Jean-Paul Ray. Ah oui, le pauvre Jean-Paul Ray. Les forçats du Tour de France. Ah oui, ça. Donc, c'est dommage que tu pourrais pas montrer quelques dessins de ça. Non. Je sais pas où ils sont rangés. C'est un peu le. Écoute, j'attends de finir le tome 2 pour ranger mon bureau parce que c'est un merveilleux noir. Écoute, regarde la pile de documentation que j'ai pour faire 2-3 images là. Tu vois. Bon, alors écoute, Marie me dit qu'il faut arrêter. Bon, on va arrêter. Allez, je vous embrasse tous et merci. On va rester là alors. Avoir écouté le vieux ratiociné. Allez Max, à très bientôt. Bon, Max. Allez, travaille bien, je t'embrasse et à très bientôt. Max, porte-toi bien. Allez, salut, merci à ciao. tous les deux et puis à une prochaine. À la prochaine, Bonne Dominique. soirée, bon appétit à tous. Salut. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bye bye.